pas de gaieté de cœur que je vais sur le terrain et dire aux gens, voilà, bonne nouvelle, vous allez devoir travailler 2 ans de plus. Promettre monts et merveilles, en fait, c'est ça qui déçoit les Français. Moi, je préférerais financer des postes d'infirmière en EHPAD plutôt qu'un policier supplémentaire ou un juge ou un militaire. Il n'y a pas meilleure politique sociale que le travail. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau format qu'on a fait avec le ministre des Solidarités, Jean-Christophe Combe. Et donc face à lui, pour ce nouveau format, on a décidé de mettre des jeunes qui ne partagent pas le même avis. Pour cette vidéo, ce sont un jeune du Parti communiste et un jeune du Parti Les Républicains qui ont posé leurs questions au ministre. Avec un fil rouge, est-ce que les jeunes et les personnes âgées ne sont pas les grands oubliés de ce gouvernement? J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à laisser un commentaire et surtout à vous abonner, c'est super important pour nous soutenir. Bonne vidéo. Réduire les inégalités est une des priorités de mon mandat. C'est vrai. On ne prend pas assez soin des personnes âgées en France. Oui. On prend suffisamment soin des nouveau-nés en France. Non. Bonjour, Jean-Christophe Combe, ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes Handicapées. Le modèle d'EHPAD est un bon modèle. Je suis obligé de répondre par oui ou par non, c'est ça? Idéalement. On pourrait revenir de toute façon dans l'émission dessus. C'est un modèle qui mérite d'évoluer. Les jeunes souffrent d'une trop grande précarité. Ouais. Très bien, bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. La première question que je voulais vous poser, et honnêtement, je vous la pose en sincérité et même avec gravité. Je me demande si en soutenant cette réforme des retraites, en soutenant la réforme des retraites qui vise à reculer à l'âge de 2 ans, est-ce que, quelque part, vous ne vous disqualifiez pas pour pouvoir parler de bien vieillir derrière et pour pouvoir défendre une loi sur le sujet? Parce qu'on commence quand même à avoir les premiers résultats de la précédente réforme, celle de 2010, et on voit que pour beaucoup de seniors, la qualité de vie, la santé s'est dégradée. On a des seniors qui ont eu recours à beaucoup d'accidents du travail, voire d'invalidité. Et donc, je me demande si vous n'allez pas un peu être disqualifié en défendant cette réforme des retraites et en même temps, vous prétendre vous battre pour le bien vieillir pour les personnes âgées. Bonjour, Hassan Lakeoul, assistant social et coordinateur national des jeunes communistes de France. Je crois pas, au contraire. J'ai beaucoup réfléchi en tant que ministre des Solidarités. Et la réalité, c'est que cette réforme, elle était nécessaire, elle était urgente. Je pense qu'on n'a pas certainement su bien l'expliquer et en tout cas, on n'a pas convaincu effectivement la majorité des Français de cette nécessité. Vous savez, tout se tient dans le système de solidarité, dans le système de protection sociale. Si on a une branche sur les 5 branches de la sécurité sociale qui est déficitaire, on ne peut pas financer le reste. Bon, aujourd'hui, je sais que je dois faire face à la question du défi démographique. C'est un défi d'une ampleur extrêmement importante qui va bouleverser nos vies demain, qui va demander des financements en solidarité extrêmement importants. Consensus, c'est autour de 10 milliards d'euros. Si de l'autre côté, vous avez une branche de la sécurité sociale qui perd 25 milliards d'euros par an, ça sera difficile pour moi de trouver les financements nécessaires pour accompagner la perte d'autonomie. Donc cette réforme, pour moi, elle est nécessaire et elle crédibilise justement le fait qu'on veut d'abord sécuriser le système avant de se dire, on va apporter de nouveaux progrès, de nouvelles aides sociales dans notre pays. Et c'est important, en responsabilité, d'avoir cet équilibre parce que c'est ce qui tient en fait tout le système. Par ailleurs, il ne faut pas faire croire aux gens que c'est une réforme des retraites qui va régler tous les problèmes, toutes les inégalités qu'on va rencontrer tout au long de la vie. Je peux vous le dire, en tant que ministre des Solidarités, en tant que ministre tout court et responsable public aujourd'hui, c'est pas de gaieté de cœur que je vais sur le terrain et dire aux gens, voilà, bonne nouvelle, vous allez devoir travailler 2 ans de plus. Voilà. Et par ailleurs, encore une fois, c'est quelque chose que tous les pays développés ont fait. Et d'ailleurs, certains d'entre eux ont un âge de départ à la retraite qui est bien plus éloigné et élevé que le nôtre. En revanche, ce qu'eux savent faire, c'est peut-être mieux accompagner ces carrières. Et puis surtout, ils ont un regard sur les seniors, sur le vieillissement, qui est sans doute beaucoup plus positif que le nôtre. Bonjour Monsieur le Ministre. La loi sur le bien vieillir, elle est urgente. Elle a été en tout cas demandée par le président de la République en 2018. On est en 2023. Bonjour, Christophe Scaff, élu à La Haye-les-Roses et militant de la droite. Et donc du coup, j'avais une seule question. Est-ce que la loi sortira
avant l'été tel que c'est prévu? Ou est-ce qu'elle sortira après l'été tel que le prévoit la feuille de route gouvernementale d'Elisabeth Borne? Alors moi, je vais me battre pour que la proposition de loi à laquelle vous faites référence, elle soit votée dans les deux assemblées avant l'été, parce que ça sera plus simple ensuite, comme je l'ai expliqué, de mettre en œuvre dans le cadre des lois de finances de la fin d'année, toutes les mesures qui seront prises et votées dans le cadre du projet de loi. Mais moi, ce que je propose, c'est plus grand et plus important que simplement une loi, puisque je vais présenter en juin un plan d'action, une feuille de route globale sur le bien vieillir avec une dimension interministérielle qui comportera des mesures à la fois de nature législative mais aussi réglementaire et surtout va nous donner une vision globale de l'ambition qu'on porte sur l'adaptation de notre société à cet enjeu du vieillissement. On va pouvoir y amener des choses qui ont trait à l'adaptation des transports, du logement, comment on fait plus de sport tout au long de la vie, comment, pareil, on a un parcours de santé tout au long de la vie qui nous permet de bien vieillir parce que vieillir, c'est un défi, le vieillissement de notre population. C'est aussi une bonne nouvelle, on devrait être tous heureux d'avoir une espérance de vie qui avance. Notre défi aujourd'hui, c'est de vieillir en bonne santé. Donc c'est tout au long de la vie qu'on va devoir travailler pour bien vieillir. Et donc tout ça, c'est pas que la loi qui va le porter. Donc c'est pour ça que moi je porte une ambition qui est beaucoup plus grande. Est-ce que vous me permettez une nouvelle question? Simplement, aujourd'hui vous avez parlé donc d'une nouvelle méthode et c'est à mettre à votre crédit. C'est vrai que vous avez envie de co-construire plus largement en allant demander l'avis des citoyens et je trouve que c'est bien. Mais malheureusement, pendant la gouvernance Macron, ce qu'on peut reprocher, c'est justement ces nouvelles méthodes que personne n'a demandé. Et le fait qu'on a besoin aujourd'hui d'agir parce que le contexte social l'oblige, parce que nos vieux, et ils ont été mis en lumière, nos seniors ont été mis en lumière pendant la crise de Covid, ça a accéléré le processus, ne sont pas en bonne santé, ne sont pas bien traités. Notre population est vieillissante, vous le savez. Vous savez que dans quelques années, le nombre de personnes qui ont plus de 60 ans va augmenter de 20%. Que le nombre de personnes entre 75 et 84 ans va augmenter de 50%, et que donc les personnes qui l'âge moyen auquel on atteint normalement le manque d'autonomie, c'est 85 ans. Qu'est-ce qu'on fait pour ces personnes qui attendent, et qui attendent pour le coup à la fois une action du ministre en charge de la question, et à la fois du gouvernement, parce que depuis 9 mois, vous êtes assez esselé sur la question. Ça me fait pas peur d'être seul, mais je suis pas seul parce que j'ai autour de moi tout un écosystème qui attend d'avoir cette impulsion politique au niveau national. Et surtout, j'ai pas rien fait. C'est-à-dire que là où certains commentateurs politiques disaient ils m'attendaient le 4 juillet avec mon projet de loi sous le bras en arrivant et en me disant ça va résoudre tout le problème. J'observe d'ailleurs que tous ces observateurs politiques, souvent qui sont dans le secteur depuis très longtemps, n'ont rien fait pour mettre en œuvre ces propositions avant que j'arrive. Et surtout, moi, j'ai toujours, de façon pragmatique, dans mon action, une double temporalité. Quand je suis arrivé, j'ai pris des mesures d'urgence. J'ai pris des mesures d'urgence pour sécuriser les EHPAD. J'arrivais quelques mois après l'affaire Orpea. Donc, j'ai repris tout de suite les engagements qui avaient été pris par ma prédécesseur de contrôler l'ensemble des EHPAD, de m'assurer que les agences régionales de santé, les conseils départementaux avaient bien les moyens et les bons référentiels pour le faire, qu'on était d'accord sur ce qu'on allait attendre. Tout de suite pris des mesures pour assurer un soutien financier aussi au secteur, parce que c'est un secteur qui est extrêmement impacté par plusieurs années de crise. La crise sanitaire qui fait qu'il y a moins de résidents dans les EHPAD, donc qui dit moins de résidents dit moins de financement. Un secteur qui a connu des augmentations salariales importantes, un secteur qui est touché de plein fouet par l'inflation. C'est pour ça qu'on a étendu le bouclier tarifaire sur l'énergie. Enfin, je vous donne des exemples très concrets. Pour ça qu'on a débloqué des crédits en urgence pour soutenir les opérateurs, publics comme associatifs, comme privés commerciaux, en tout cas pour ce qui concerne la part publique de financement de leur modèle économique. Voilà, donc on n'a vraiment pas attendu. J'ai mis
tout un tas de mesures aussi dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. C'est 1,5 milliard d'euros supplémentaires qu'on a mis en 2023 pour recruter plus de personnel soignant notamment. On a mis des mesures aussi pour renforcer encore la transparence, les contrôles dans les EHPAD. Donc on a fait des choses et ma prédécesseur, pareil, en avait fait. C'est elle qui a lancé le virage domiciliaire pour renforcer l'aide à domicile. Et on sait que le domicile, là aussi, est en crise, qu'on a des grosses difficultés à recruter, à financer en fait ces services et à apporter en fait le service sur les territoires. C'est elle qui a lancé aussi la modernisation des EHPAD. Enfin, on n'a pas rien fait et on n'a pas attendu. La deuxième temporalité, c'est celle du moyen-long terme, celle qui va être portée à la fois dans le cadre des mesures qu'on prend dans la proposition de loi Bien vieillir qui a été portée par la majorité, et puis dans le plan d'action que je présenterai en juin. Moi aussi, je préférerais que tout soit parfait et que tout arrive bien ficelé. Voilà, mais je suis pragmatique. Dès que quelque chose est prêt et mûr, je le mets en œuvre, on trouve les financements et on le déploie. Et puis, casquette d'ancien patron d'associations humanitaires. Enfin, j'ai à cœur aussi que les décisions que je prends soient mises en œuvre. Et donc, je dis souvent, moi, je suis le ministre du dernier kilomètre. Je m'assure que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on prend comme décision, ce soit réellement mis en œuvre au quotidien. Je voulais vous demander, moi, justement, sur le vieillissement, sur ce projet que vous portez. On estime qu'il faut 100 000 personnes dans les hôpitaux, qu'il faut 100 000 personnes pour les aides à domicile et qu'il faut 200 000 personnes dans les EHPAD. Et je me demandais si votre projet est à hauteur de ces ambitions, parce que pour pouvoir recruter toutes ces personnes, il va falloir rendre les métiers du soin et du social attractifs. Je prends par exemple l'exemple des infirmières. Elles font partie, les infirmières françaises, de celles qui sont le moins bien payées des pays de l'OCDE, des pays développés. Et du coup, je me demande si les efforts sont à la hauteur. Et il va falloir aussi former de nouveaux professionnels. Donc, investir beaucoup dans la jeunesse, croire en la jeunesse et, voilà, et agir là-dessus. Là, on est à 6 ans de mandat. La formation d'infirmière, c'est 3 ans. La formation d'assistante sociale, c'est 3 ans. Et là, si ce gouvernement avait agi depuis le début, on aurait déjà presque les premiers médecins qui seraient à 2 doigts de sortir de la fac de médecine, quoi. Donc il y a des solutions pour pouvoir répondre à ce défi, qui est un défi, un des principaux défis de demain. Je vous rejoins là-dessus. Et du coup, est-ce que le projet que vous avez est à hauteur de ces ambitions sur les salaires et sur la formation de nouveaux professionnels ? C'est mon défi principal. Je suis ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des personnes handicapées, donc je m'occupe c'est le point commun de malheureusement toutes les professions qui sont concernées en fait par mon portefeuille, donc de la petite enfance jusqu'au grand âge, en passant par le handicap et le social. Je pense que c'est le premier des sujets. Moi, je dis souvent, on pourra imaginer toute la transformation des politiques publiques qu'on voudra, si on n'a pas les femmes et les hommes pour les mettre en œuvre, on n'y arrivera pas. Donc, on a un sujet sociétal, d'abord, c'est-à-dire que ce soit le regard qu'on porte vis-à-vis de la vulnérabilité ou vis-à-vis de ces métiers, c'est-à-dire qu'on devrait mieux considérer dans notre échelle de valeur collective des métiers qui ont un impact social fort. Voilà, moi, en tout cas, c'est une échelle de valeur qui, pour moi, compte énormément dans mon engagement. Et c'est un peu le message que j'essaye de faire passer aussi autour de moi, parce que je suis convaincu que le regard qu'on porte sur ces métiers, il va conditionner aussi leur attractivité. Et je reste peut-être un peu sur ma faim sur certains moments où j'ai senti qu'ils ne répondaient pas à mes questions, notamment sur le recrutement de personnel dans les EHPAD, à l'hôpital, ou dans les aides à domicile, sur les moyens à aller chercher pour pouvoir financer tous ces défis-là qui sont devant nous, le vieillissement de la population notamment. Il faut toucher aussi d'autres éléments en fait, de l'attractivité des métiers, sur les parcours professionnels, des métiers qui sont hyper prenants. Vous travaillez le soir, le week-end, vous avez des astreintes, etc. Donc il faut aussi accepter qu'aujourd'hui, on est aussi dans une société, et c'est normal, qui n'a pas un rapport, a pas le même rapport à l'engagement ou à ces métiers qu'on pouvait l'avoir avant. Bosser, ça ne doit pas être sacrificiel, quoi. Je pense qu'il faut qu'on redonne envie, clairement, aux jeunes d'exercer ces métiers, parce que c'est des beaux métiers. C'est des métiers qui ont, encore une fois, un impact social qui est extrêmement fort. Voilà, protéger les personnes vulnérables ou les accompagner dans notre société, leur permettre de vivre leur vie
dire et combattre toutes les assignations à résidence. Voilà. Et dès le plus jeune âge, voilà, ça marche aussi dans les crèches. Alors ça, parce que ça fait l'actualité en ce moment, mais voilà, c'est 0 à 3 ans, les 3 premières années de la vie, elles sont tellement importantes pour les individus, pour leur développement, pour leur donner les chances en fait de mener la vie qu'ils ont envie de mener, pour effacer des inégalités, puis aussi pour accéder à la santé, pour repérer de façon précoce des handicaps, bien les accompagner. Voilà, et puis c'est 3 ans qui sont essentiels aussi pour construire la société qu'on veut demain. C'est là qu'il faut agir, et ensuite tout au long de la vie. Je ne doute pas du tout de vos bonnes intentions et de votre engagement, de vos valeurs. Je me doute que vous ne souhaitez pas que les personnes âgées soient hébergées ou soient soignées dans de mauvaises conditions. Mais est-ce que vous pensez que dans ce gouvernement-là, au vu de la politique qui est menée, est-ce que vous pensez que vous pourrez avoir les moyens de répondre à toutes ces ambitions, donc d'avoir des réponses chiffrées, d'avoir des engagements chiffrés? Parce que si vous avez beaucoup d'engagement, beaucoup de conviction, est-ce que si Bercy vous dit c'est niet, vous, quelle marge de manœuvre vous avez? La réalité, c'est qu'il y a vraiment des moyens sur mes projets, sur l'action sociale de façon générale. Je citais la branche autonomie tout à l'heure. Enfin voilà, les 10 milliards en plus, on aurait très bien pu se dire, ces 10 milliards qui ne sont pas encore affectés, donc on va les reprendre pour équilibrer le budget de l'État, ou que sais-je. Non, c'est des choses qui ont été sanctuarisées. Alors, encore une fois, je sais qu'on aura des critiques et qu'on nous dira que c'est pas assez, etc. Moi, je considère que dans le contexte des finances publiques actuelles, c'est déjà beaucoup. C'est réaliste. On parlait tout à l'heure des trajectoires de recrutement, par exemple, dans le secteur des EHPAD. Enfin, la République a annoncé 50 000 soignants recrutés d'ici à 2027. Enfin, je veux dire, moi, je peux annoncer 100 000, 150 000. Il va falloir les trouver, on l'a dit. Il faut quelques années pour former une infirmière diplômée d'État, une aide-soignante ou autre. Il faut convaincre les jeunes de s'engager dans ces métiers. Donc, pour moi, c'est réaliste. Aujourd'hui, il y a des budgets pour financer ces programmes-là. Donc, je ne suis pas très inquiet. Après, c'est clair qu'il faut se battre. Enfin, c'est un combat du quotidien. Voilà, j'ai confiance. Mais c'est mon rôle, après, en tant que ministre, et c'est le jeu du collectif gouvernemental, de dire, moi, je préférerais financer des postes d'infirmières en EHPAD plutôt que un policier supplémentaire ou un juge ou un militaire. Vous voyez qu'aujourd'hui, le régalien revient quand même aussi beaucoup sur le devant de la scène au regard du contexte dans lequel on est. Voilà, on a un contexte sécuritaire qui est ce qu'il est, et puis c'est important. Voilà. Et surtout, moi, ce qui m'importe en tant que ministre, c'est la cohérence de tout ça. Vous avez fait référence à tout un tas de politiques. Oui, il y a une cohérence en matière de politique économique, macroéconomique de ce gouvernement qui est forte. On ne peut pas redistribuer l'argent que la richesse qu'on ne crée pas. Et c'est vrai que ça, je pense qu'on a de fait une vision un petit peu divergente sur le sujet. Mais nous, pari qu'on fait, c'est de libérer les énergies du côté des entreprises pour créer de la richesse, pour créer de l'emploi. D'ailleurs, moi, je considère aussi, de mon expérience, que il n'y a pas meilleure politique sociale que le travail. Donc, de créer en fait cette activité pour pouvoir financer notre modèle de protection sociale. Notre modèle de protection sociale en France, il repose exclusivement sur l'activité économique. Et donc, si vous ne trouvez pas le bon équilibre entre les prélèvements obligatoires et la nécessaire liberté et nécessaire encouragement, on va dire, au développement de l'économie, dans un système globalisé, vous le savez, où il faut être aussi compétitif, on va pas très loin. Donc là-dessus, je suis très pragmatique. Ce qui m'importe, c'est vraiment la cohérence. Et je pense qu'en matière économique, il faut une cohérence qui est extrêmement forte. Suite à votre intervention, j'ai 2 questions. La première concerne donc le budget. Moi, je me suis renseigné avant de venir ici. J'ai essayé de me documenter sur ce qui se faisait, quelle était la loi que vous portiez, qu'est-ce qu'il y avait dedans, quelles étaient les critiques des oppositions, pas seulement les LR, partout. Et quelque chose qui est beaucoup revenu, c'est donc la question du budget. Les différents députés donc, à l'Assemblée nationale ont dit que cette loi n'était pas encore budgétée, que donc les mesures qui sont en la loi sont très bien, elles sont nobles, c'est de beaux combats.
En revanche, on ne sait pas combien elles vont coûter. Or, la politique, c'est aussi mettre l'argent là où il faut. Et ma deuxième question, c'est sur le modèle aussi de Startup Nation. C'était un terme donc, que je reprends bien volontiers au président de la République. I want France to be a startup nation. En revanche, on voit qu'il atteint des limites. On ne peut pas faire de la Startup Nation dans tous les domaines, notamment sur la petite enfance et notamment sur les seniors. Donc, quelles sont les solutions à ce sujet, d'un point de vue budgétaire, premièrement, et d'un point de vue vocation? Pour moi, c'est simple. Hein. Enfin, la trajectoire financière, elle est prévue dans le cadre des lois financières. J'ai essayé de l'expliquer. Je n'ai pas convaincu l'Assemblée nationale puisqu'ils ont voté la mise en place d'une loi de programmation pluriannuelle. Donc moi, je m'en réjouis parce que c'est très bien. Ça va donner sans doute une visibilité, une lisibilité supplémentaire sur la trajectoire des finances publiques. Mais ça viendra en son temps, à la fin de l'année, on parlera trajectoire financière. Et comme je vous l'ai dit, il y a quand même déjà une trajectoire dynamique qui est prévue, plus 10 milliards entre 2021 et 2026, qui vont permettre de financer les engagements qu'on va prendre dans le cadre de la PPL. Ce qui est intéressant dans la PPL, déjà, c'est qu'elle a une approche sociétale, c'est-à-dire qu'on sort de l'approche habituelle médico-sociale de juste parler des tuyaux de financement, de l'organisation des compétences entre l'État et les collectivités, du nombre de professionnels, etc. On en parle, mais c'est d'abord une approche sociétale. Le but de cette PPL, c'est de montrer que c'est un sujet que le vieillissement, c'est un défi majeur et qu'on n'y répondra que de façon sociétale. On parle de prévention de la perte d'autonomie, on parle de lutte contre les maltraitances, on parle de protection des personnes vulnérables, on parle de droits et libertés des personnes âgées, de citoyenneté des personnes âgées, de lutte contre l'isolement social. C'est des choses qui sont très très concrètes. Et pour la plupart de ces choses, il n'y a pas forcément des coûts qui sont exorbitants. Ça sera financé et à la fin, j'apporterai les financements qu'il faut. Ça sera financé. Mais c'est surtout de lever en fait des verrous aujourd'hui qui sont juridiques ou des contraintes qui ne permettent pas de mettre en place ce type de choses. Dans les choses très concrètes que j'ai apportées moi au nom du gouvernement, il y a ce service public territorial d'autonomie, c'est la création d'un guichet unique sur les territoires pour simplifier en fait la vie des gens. Voilà, vous avez peut-être des grands-parents ou des parents qui sont âgés. Demain, votre maman, elle tombe, elle se casse le col du fémur et elle n'est plus autonome chez elle. Et là, vous êtes en panique parce que vous ne savez absolument pas comment faire pour trouver l'aide à domicile qui lui permettra de rester chez elle, comment faire pour trouver les aides ou les financements qui lui permettront de rester chez elle. Et bien, c'est ça qu'on va faire avec ce guichet unique dans les territoires. Et donc là, on le crée et on va le mettre en place rapidement pour simplifier la vie des gens. Et ça, c'est concret. Si le gouvernement avait agi sur la loi Bien vieillir avant votre arrivée, on n'en serait pas là. Aujourd'hui, Emmanuel Macron a demandé en 2018 à ce qu'il y ait une loi sur le sujet. Moi, je suis particulièrement frustré, non pas pour moi je pense qu'on n'aura pas de retraite. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Je pense qu'il y a plein de choses qui ont été faites par le gouvernement qui sont bien, mais en revanche, le seul problème du gouvernement aujourd'hui, c'est les effets d'annonce. C'est-à-dire que les effets d'annonce, c'est aujourd'hui dire on va réfléchir collectivement à une loi sur le grand âge et sur le bien vieillir, et puis on a des mesures très concrètes. Mais avant ça, il faut qu'on co-construise. Et puis avant ça, il faut qu'on sonde des personnes qui ne sont ni des usagers, ni des professionnels. Et aujourd'hui, donc, on se rend compte, à travers votre discours, qu'il n'y a pas de financement, et moi je trouve ça dommageable. Ce n'est pas de votre faute. Je préfère le préciser. Et je vous le redis, je vous sens particulièrement isolé sur la question. Le président de la République ne vous accompagne pas parce qu'il y avait la séquence sur les retraites. La première ministre non plus. Et les autres ministres pourraient être un peu plus solidaires de votre démarche. Alors vous avez vu quand même que c'est dans la feuille de route des 100 jours de la première ministre. Oui. Qu'il y a une petite ligne sur le vote de la loi, de la proposition de loi Bien vieillir. Donc, et elle me soutient d'autant plus que c'est elle qui a donné son accord et qui a proposé d'ailleurs aux députés que le texte il soit inscrit sur du temps gouvernemental. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une niche parlementaire. Pardon, je fais un peu de technique parlementaire là, mais
c'est du temps gouvernemental. Donc, ça montre qu'il y a un vrai engagement du gouvernement sur ce sujet-là. J'ai essayé de lui poser quelques questions également sur le fait qu'il n'était pas soutenu, malheureusement, hélas, par Emmanuel Macron et Elisabeth Borne dans son combat qui est noble. Il a tenu à défendre son gouvernement. Le président de la République, naturellement, il est dans son rôle. D'une part, cette majorité, elle a agi depuis 2020 avec la création de la 5e branche et toutes les lois de financement de la sécurité sociale qui ont suivi. Il y a plein de trucs qui ont été inscrits dans la loi et une trajectoire et une transformation très claire. Après, sans doute, après 30 années de renoncement quand même. Ouais, il y a des gouvernements de droite, de gauche, tout le monde est responsable du fait qu'aujourd'hui, notre société, elle est au pied du mur. Et elle voit arriver, là, 2030, c'est demain, 2030, et plus de 60 ans, ils représenteront plus d'un tiers de la population. Plus de 65 ans seront plus nombreux que les moins de 15 ans. C'est un changement qui est colossal. Donc, c'est pas nous. Et donc, moi, en responsabilité, alors je ne prends pas personnellement votre critique, mais après, je suis responsable. Et moi, mon rôle, c'est, je vous l'ai dit, c'est de faire en sorte que ce sujet soit en haut de la pile, que ce soit une priorité du gouvernement et de notre action collective, et que ce soit financé. Moi, je considère qu'à court terme, les financements, ils sont là. C'est les 10 milliards qui sont dans la trajectoire. On aura ce débat-là de toute façon, puisqu'on devra, je l'espère, avoir le débat cet automne avec la loi de financement de la sécurité sociale. J'ai dit aussi que j'étais prêt à regarder du côté des financements privés, parce que là, on parle que de solidarité nationale. On peut aussi se dire que il y a peut-être des choses qu'on peut faire contribuer un peu plus ceux qui ont des ressources plus importantes, un peu moins ceux qui en ont pas du tout. Je pense que c'est important, c'est une question aussi d'équité. Voilà, on n'est pas tous égaux face au vieillissement, et on l'a bien vu dans le débat sur la réforme des retraites. Donc est-ce que à 40 ans, il ne faudrait pas prendre une assurance complémentaire pour pouvoir aussi financer une partie de cet accompagnement de la perte d'autonomie plus tard. Et puis surtout, vous travaillez sur la prévention. Sur ton avis, j'ai vu que votre montre elle clignotait. Je vous demandais de vous lever parce que c'est important de faire attention à sa santé dès le plus jeune âge et pas quand on a 85 ans, c'est trop tard. Il faut le faire. Voilà, il faut faire du sport adapté, il faut lutter contre les chutes, contre la dénutrition. Il y a tout un tas de sujets concrets qu'il faut qu'on aborde. Concret. Et ça se fait. Ouais, je reviens parce que moi, je suis ministre du concret. Le ministre n'est pas répondu à toutes mes questions. C'est vrai qu'il a essayé de noyer le poisson à plusieurs reprises sur le financement en disant qu'il y a des mesures concrètes et que donc on va révolutionner le pays à travers ces mesures concrètes qui ne sont pas financées. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui va changer la vie des gens. Et c'est ce qui est difficile à porter politiquement parce que depuis tout à l'heure, au début, je vous ai énoncé, je vous ai égrené en fait tout un tas de mesures qui, malheureusement, pour le grand public, ne sont pas toujours perceptibles. Moi, je ne suis pas le ministre des grandes phrases, des grandes théories, etc. Je peux en faire si vous voulez. Je vais vous expliquer d'où vient tout cet engagement et cette vision. Mais ce n'est pas ça que les Français attendent. Ils attendent vraiment des choses concrètes et qui vont changer leur vie au quotidien. Donc ces financements, ils sont là, ils viendront en temps voulu. Et encore une fois, c'est une question d'arbitrage aussi, de ce que chacun veut. C'est toujours plus facile quand on est dans l'opposition de dire l'opposition, elle veut plus sur tout. Sauf que en même temps, il y en a d'ailleurs certains qui nous disent de mieux tenir nos finances publiques. Donc il faut qu'ils m'expliquent comment on fait pour faire plus d'EHPAD, plus de domiciles, faire en sorte qu'il y ait un reste à charge moins important, qu'il y ait plus de police, plus de justice, plus d'armée, tout en mappant le budget. Et encore une fois, moi, mon rôle, d'essayer de faire en sorte que ce sujet soit le plus important possible dans notre agenda collectif. Et c'est pas facile parce que y a les deux bouts de la vie. Il y a les personnes les plus âgées et les personnes les plus jeunes, auxquelles il faut aussi qu'on promette un avenir qui soit désirable et qu'il faut qu'on soutienne. C'est une vraie question, de savoir est-ce qu'il faut plus, aujourd'hui, dans nos politiques publiques, qu'on aide les enfants, les jeunes, ou plus les personnes âgées. Je sens que vous allez me répondre les deux en même temps. Non, je pense que c'est une chaîne vertueuse et après je vous cède la parole. Et c'est difficile comme débat. C'est une chaîne vertueuse tout au long de la vie. Et effectivement, c'est un débat qui est très difficile et je réalise, je pense comme
comme Hassan que vous êtes particulièrement engagé sur le sujet et je vous le dis personnellement cette fois, ça me fait très plaisir qu'on ait un ministre qui soit porteur sur le sujet et qui en fasse son combat personnel. En revanche, et je reviens toujours à ma question, derrière toutes ces mesures, il faut des financements. Et annoncer aujourd'hui, promettre monts et merveilles, en fait, c'est ça qui déçoit les Français. Et aujourd'hui, les Français, ils vous attendent, vous, le gouvernement en général, ils vous attendent sur des sujets très concrets. C'est combien ? C'est-à-dire qu'en gros, là, pendant qu'on fait attendre des professionnels et des usagers, et derrière ces personnes, il y a des personnes âgées, il y a des jeunes personnes, pour revenir sur la petite enfance, et on ne peut pas se permettre de les faire attendre, de leur faire miroiter quelque chose qui n'arrivera jamais, parce que eux, ils attendent déjà au moins depuis 5 ans. Sur le financement, nous, on a plein d'idées, on a plein d'exemples plein d'idées à vous proposer que vous connaissez déjà hein, d'ailleurs, mais sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale de 2023, il y a 73 milliards d'exonération de cotisations sociales sur le capital et sur les grandes entreprises. Ça, c'est de l'argent qu'on pourrait aller chercher pour financer notamment les embauches dont je vous parlais tout à l'heure. Mais vous l'avez dit, on a un désaccord sur ce sujet. Je pense qu'on ne se convaincra pas aujourd'hui, mais il y a de l'argent à aller chercher là. Il y a des mesures aussi coercitives à prendre pour forcer les entreprises à réaliser l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Ça, c'est 9 milliards tout de suite, chaque année de cotisation en plus. Donc là aussi, ça permet de financer la sécurité sociale, de pouvoir investir beaucoup plus pour le grand âge, mais aussi pour la jeunesse. Vous savez, sur la jeunesse, vous parliez de réussir à joindre les deux bouts. Il y a quelque chose qui m'a assez touché, c'était le refus frontal du gouvernement d'ouvrir le RSA aux moins de 25 ans. Et c'est un sujet qui dépend de votre ministère aussi, sur l'aspect solidarité. Et sur ça, je sais ce que vous allez me dire, que vous défendez le travail, et nous aussi. Avec les communistes, avec Fabien Roussel, on a beaucoup parlé de travail ces derniers temps, on ne s'est pas fait que des amis d'ailleurs, mais sur ça, vous ne trouvez pas plus convaincu que nous sur le fait que l'insertion par le travail, c'est notre projet de société. Mais pour dépanner, pour régler des petits pépins du quotidien, des accidents de la vie, le RSA, c'est une très bonne barrière, on va dire un filet de sécurité. Et c'est dommage qu'il ne soit pas ouvert aux moins de 25 ans. Vous parliez aussi du concret. Sur, par exemple, quelque chose comme Parcoursup, on a 100 000 jeunes de 18 ans qui se retrouvent sans formation au lendemain du bac, qui ont le bac. Et là, du coup, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne peuvent pas bosser, ils ne sont pas diplômés, ils ne peuvent pas avoir accès à l'enseignement supérieur. Et là, typiquement, le temps de trouver autre chose, le temps peut-être de repostuler l'année prochaine, avoir le RSA pour survivre, pour pas aussi dépendre de la solidarité familiale, des fois, c'est pas possible pour tout le monde. Ça aurait pu être quelque chose qui aurait permis de sortir beaucoup de jeunes de la grande précarité. Mais c'est quelque chose sur lequel le gouvernement n'a rien voulu entendre, et je trouve que c'est dommage, et je voulais avoir votre avis sur ce sujet. Avant de répondre à ça, et je vais y venir tout de suite, juste revenir sur les entreprises. Enfin, je vous l'ai dit, effectivement, on n'est pas d'accord parce que on est dans le pays où on a le taux de prélèvement obligatoire le plus fort. Si on continue à taxer les entreprises, ça va être contre-productif, c'est-à-dire qu'on va réduire progressivement le développement de l'activité. Et vous avez vu, le fait d'avoir baissé par exemple l'impôt sur les sociétés fait qu'aujourd'hui, on touche beaucoup plus d'impôts sur les sociétés qu'on touchait avant, tout en ayant réduit le taux. Donc ça montre que ça marche. D'un point de vue communiste ou d'un point de vue de gauche, je pense qu'il y a l'argent du capital à aller chercher pour pouvoir financer les politiques qu'on veut mettre en place. Et lui, il était dans son rôle de ministre de droite à dire qu'il faut laisser les entreprises être libres. Donc une réponse assez attendue, assez classique, on va dire presque lutte des classes à l'ancienne, quoi. Et donc c'était marrant de la voir avec les mots d'aujourd'hui. Je reviens sur la question du RSA pour les jeunes. Ouais, je suis désolé, j'ai une conviction profonde. Alors c'est effectivement que la meilleure des politiques sociales, c'est le travail, mais surtout, je me projette, j'étais jeune il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai pas encore 42 ans. Donc, mais je ne peux pas considérer, je ne peux pas me résoudre à penser que la société, elle est quitte à donner juste une prestation sociale à une personne. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que ce n'est pas un avenir désirable qu'on offre aux jeunes. En revanche, ce qu'on a fait,
ce soit avec le programme Un jeune, une solution ou avec maintenant le contrat engagement jeune. Ça, c'est des solutions d'avenir. On va leur proposer des formations, des stages d'immersion, de l'apprentissage, le service civique. C'est un super truc aussi pour remettre les gens, les remobiliser en fait les jeunes et leur donner aussi le goût du travail, de certaines professions, de découvrir certains environnements, etc. Je pense que c'est ça que la société elle doit à sa jeunesse et certainement pas de lui filer juste une prestation sociale en disant voilà, je te donne un pécule minimum pour vivre et puis débrouille-toi avec ça. Sur la question du RSA, j'ai trouvé la réponse un peu décevante et un peu, disons, caricaturale parce que le ministre a un peu opposé finalement RSA et insertion vers l'emploi, alors qu'en vrai, pour être assistant social, pour avoir bossé là-dedans, j'accompagnais vers l'emploi des personnes qui bénéficiaient du RSA. Donc si on le fait pour toute la population, je vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire pour les moins de 25 ans. Donc j'ai été un peu déçu à ce moment-là. Et quand on est ministre des Solidarités, quel est notre regard quel regard on porte sur l'assistanat? On a beaucoup parlé pendant cette émission des seniors, de la petite enfance. Je pense que ces deux âges dans lequel on doit trouver le gouvernement, l'État, la France à nos côtés. Et en revanche, je crois aussi au fait que le travail doit payer violemment plus, qu'on doit tout réformer du sol au plafond. Il faut qu'aujourd'hui, chaque personne qui travaille puisse vivre et non survivre. Et donc ma question est la suivante. Quel regard vous portez, vous particulièrement, en tant que ministre des Solidarités, sur l'assistanat? Moi, j'aime pas ce débat sur l'assistanat et versus travail, parce qu'on oppose l'assistanat au travail, alors que pour moi, la question déjà, c'est stigmatisant. Et là, pour le coup, sans doute pas Voilà, je trouve ça vraiment très stigmatisant et je refuse d'ailleurs à porter cette vision-là, parce qu'on ne sait pas pourquoi les personnes elles sont dans cette situation. Il y a des gens qui peuvent travailler, d'autres qui ne peuvent pas travailler. Il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, des choses qui sont très différentes. Et pour moi, ce qui est important, encore une fois, c'est d'être en capacité de donner à chacun sa chance pour vivre la vie qu'il a envie de vivre et qu'il doit pouvoir vivre. Et ça va de la petite enfance jusqu'au grand âge. C'est ça, lutter contre les assignations à résidence. C'est lutter contre les inégalités de destin dans les 3 premières années de la vie. C'est avoir un système scolaire qui fonctionne et qui répond à la promesse républicaine de faire péter les barrières et la reproduction sociale de la pauvreté et les déterminismes en fait, qui sont au cœur de notre société. C'est donner les moyens à une personne en situation de handicap de vivre sa vie, parce qu'elle va vivre dans une société qui est adaptée, qui ne la regarde pas en lui disant mais mon pauvre, tu vas rester chez toi, on va t'aider, etc. Non, qui lui permet de vivre sa vie, qui lui permet de travailler, qui lui permet d'aller à l'école, à l'université. Il lui permet vraiment de ne pas être assigné à résidence. Une personne en situation de précarité dont on va comprendre pourquoi elle est dans cette situation. Et c'est bien plus complexe que de penser qu'elle se complaît dans cette situation parce que elle a des problèmes de santé, parce qu'elle a des handicaps, parce qu'elle a encore une fois une histoire qu'il faut prendre en compte de façon globale et à laquelle il faut être en capacité de répondre. J'ai essayé de le challenger sur l'assistanat et donc son rapport en tant que ministre des Solidarités sur ce thème bien précis. Il a un peu esquivé le débat, mais en même temps, il est dans son rôle. Et quand on est vieux, c'est la même chose. Là, si notre société, elle voit le vieillissement comme quelque chose d'horrible qu'il faut cacher parce que y a déchéance des corps, etc. Et donc, c'est quelque chose de très négatif. On ne va pas permettre aux personnes qui vieillissent de pouvoir profiter pleinement de leur vie jusqu'à leur dernier souffle. Mon rôle, c'est vraiment de faire en sorte qu'avec le bien vieillir, on porte un autre regard aussi sur le vieillissement et qu'on lutte contre ces assignations à résidence. Et c'est vraiment le fil rouge en fait de tout mon ministère. Là, encore une fois, de la petite enfance jusqu'au grand âge, en passant par la lutte contre la pauvreté. Et donc non, j'aime pas du tout ce débat parce que pour moi, l'avenir des politiques, c'est effectivement le travail et c'est ce que la société doit aux personnes qui peuvent travailler. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un j'aime, mettez un commentaire et pensez à vous abonner en activant la petite cloche. C'est super important pour nous soutenir. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut!